Toutes les amitiés sont terminées. Ce sont les mots d'un citoyen lituanien nommé Darius, lorsqu'on lui a demandé ce qui se passait entre son pays et l'enclave russe de Kaliningrad. Ces commentaires interviennent à la suite de ce que Radio et Télévision Nationale Lituanienne, ou la Radio et Télévision Nationale Lituanienne, appellent davantage les symboles de séparation entre l'État balte et son voisin détenu par les Russes. Darius raconte qu'il avait des amis russes dans son enfance, qui lui ont même rendu visite dans la région de Panamuna, située juste de l'autre côté d'un pont depuis Kaliningrad. Les amis ne viennent plus rendre visite. Et Darius n'a aucune intention de traverser le pont pour aller à Kaliningrad. La raison. Les actes d'agression de Vladimir Poutine en Ukraine menacent non seulement la souveraineté ukrainienne, mais suggèrent aussi que la Russie pourrait tenter de prendre la Lituanie en cas de succès dans sa guerre actuelle. Les symboles de séparation sont en fait bien plus que de simples symboles. Ce sont des préparatifs pour une guerre que beaucoup en Lituanie croient à venir. Une guerre avec Kaliningrad. Mais pourquoi la Lituanie se prépare-t-elle à lutter contre l'enclave russe? Quel est le rapport de tout cela avec la guerre en Ukraine? Et que pourrait-il se passer si la Lituanie et Kaliningrad finissent à par se battre? Nous répondrons à ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous devons approfondir les remparts que la Lituanie a mis en place pour se défendre contre la Russie. En vérité, ces remparts ont commencé à apparaître tout au long de 2024. Le 20 février 2024, juste un peu moins de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Radio et Télévision Nationale Lituanienne a rapporté que la Lituanie mettait en place des plans pour fortifier ses frontières avec la Biélorussie et Kaliningrad. Leur objectif était d'entraver les mouvements des troupes de 2 nations qu'elle considère maintenant comme ses adversaires, avec la création d'environ 20 parcs de contre-mobilité en haut de l'agenda. Ces parcs sont de petites parcelles que la Lituanie voulait équiper de nombreux équipements défensifs, dont des bobines de fil de concertina, des blocs de béton armés et des hérissons tchèques, des obstacles anti-chars en poutres métalliques. La Lituanie ne serait pas la seule à prendre ces précautions. Radio et Télévision Nationale Lituanienne a noté que les 2 autres États baltes, la Lettonie et l'Estonie, avaient accepté de prendre des mesures similaires pour protéger leurs frontières, afin de créer ce que le média appelle une ligne de défense commune contre la Russie et son allié biélorusse. La Lituanie n'a pas précisé l'emplacement de ces parcs de contre-mobilité, mais le vice-ministre de la Défense, Žilvinas Tomkus, a mentionné la frontière avec la Biélorussie et la bande de Kaliningrad. Tomkus a révélé que le gouvernement prévoyait de consacrer 1,5% de son budget de défense, soit près de 35,5 millions de dollars en équipement pour ces parcs de contre-mobilité en 2024. Avançons jusqu'à la fin de juillet 2024, et nous avons vu d'autres exemples de la Lituanie préparant ses défenses frontalières. Radio et Télévision Nationale Lituanienne a rapporté que la Lituanie avait commencé à renforcer ses défenses frontalières, non seulement avec les barrières mentionnées en février, mais aussi en creusant des tranchées et en posant des champs de mines en préparation d'une possible invasion à la fois de l'Est et de l'Ouest. Kaliningrad était un point d'attention particulier. La frontière lituanienne avec l'exclave russe est parsemée de bunkers datant de la Seconde Guerre mondiale, construits par l'Union des républiques socialistes soviétiques, quelques mois avant l'invasion de la Russie par l'Allemagne nazie. Ces bunkers constituent une partie de la ligne Molotov, qui s'étend des États baltes à la mer Noire, et la Lituanie, un ancien pays soviétique, possède à elle seule 300 de ces bunkers. Bien que l'Union soviétique ne les ait jamais équipés d'armes ou de défenses appropriées, la Lituanie dispose d'une série de fortifications prêtes à l'emploi, en plus de ses parcs de contre-mobilité. De nombreux bunkers sont maintenant inutilisés, appartenant aux propriétaires des terrains où ils se trouvent. La plupart se situent dans le Gap de Suwałki, une bande de terre de 69 km, reliant la Lituanie à la Pologne, bordée par Kaliningrad et la Biélorussie. La Russie menace régulièrement de saisir ou de couper l'accès de la Lituanie à ce passage. Il y a donc de fortes chances que l'État balte cherche à revitaliser ses bunkers pour renforcer ses défenses frontalières contre Kaliningrad. Tout cela nous ramène à septembre 2024 et aux commentaires de Darius sur le fait que la Lituanie et Kaliningrad ne sont plus amis. Il a fait ses commentaires en se tenant devant le pont de la Reine Louise, qui s'étend sur la rivière Nemunis, pour relier la Lituanie et Kaliningrad, tout en regardant les mesures de contre-mobilité que la Lituanie a installées sur celui-ci pour empêcher les véhicules hostiles de conduire de Kaliningrad à l'État balte. Ce pont deviendra finalement le domicile de 7 hérissons tchèques, accompagnés de fils de fer barbelés et de 80 dents de dragon, qui sont des obstacles pointus en forme de pyramide fabriqués à l'aide de béton et de barres d'armature qui sont disposés le long d'une route pour empêcher les chars de franchir.
Selon Radio et Télévision nationale lituanienne, d'autres barrières pourraient être érigées près du pont, car plusieurs hauts-fonds et gués sur la rivière Nemunas, que les troupes russes pourraient emprunter pour pénétrer en Lituanie, ont déjà été repérés. La formation de parcours d'obstacles à chacun de ces endroits fournirait d'autres défenses frontalières, affirme l'armée lituanienne, chaque obstacle ralentissant les troupes russes et les rendant cibles pour les soldats lituaniens. Mais d'autres régions près de Kaliningrad sont aussi au programme lituanien. Le chef d'état-major de la défense lituanien, le major général Remigius Beltranus, souligne que certaines parties de la frontière avec Kaliningrad nécessiteront des défenses différentes de celles déployées sur le pont de la Reine Louise, car elles passent par la terre. Il y a aussi l'isthme de Courlande, une dune de sable de 61 miles qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, qui doit être prise en compte. L'isthme de Courlande est un obstacle aquatique légèrement différent, dit Beltranus, en le comparant au pont de la Reine Louise. Il a un accès et une planification différents. Selon Beltranus, la Lituanie vise à gérer chaque point de passage potentiel depuis Kaliningrad différemment selon le terrain, tout en permettant à ces installations de se regrouper en un seul plan de défense. Tout cela se traduit par une série massive de défenses frontalières, coûtant des dizaines de millions de dollars, conçues pour protéger la Lituanie d'une invasion via Kaliningrad. La prochaine question est simple. Il y a plusieurs raisons, dont la première a déjà été mentionnée. Les menaces de Poutine. La rhétorique russe sur le gap de Suwalki n'est pas la première menace contre la Lituanie. Le soutien des États baltes à l'Ukraine durant la guerre a provoqué d'autres menaces du Kremlin. En décembre 2023, Michael Hoffman, chef de la défense belge, a décrit le passage de la Russie à une économie de guerre suite à la guerre en Ukraine et ses implications pour les États baltes. Le discours du Kremlin et de Vladimir Poutine reste ambigu. Il est possible qu'ils ouvrent un second front à un moment donné dans le futur, en Moldavie ou dans les États baltes, a-t-il affirmé. Ce type de langage est récurrent durant la guerre en Ukraine. Par exemple, en avril 2022, le Guardian a rapporté que Poutine avait averti de la possibilité que la Russie dirige des armes nucléaires sur la région balte si la Suède ou la Finlande rejoignaient l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Poutine a menacé d'envoyer des armes nucléaires à Kaliningrad, bien que le ministre de la Défense lituanien, Arvydas Anušauskas, ait souligné que la Russie en avait déjà, même si cela n'a pas été vérifié de manière indépendante. La Suède et la Finlande ont toutes deux rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord depuis que ces menaces ont été faites, et Poutine n'a pas donné suite à ces menaces nucléaires. En février 2024, lors de son discours annuel sur l'état de la nation, Poutine a de nouveau proféré des menaces nucléaires, visant cette fois les États baltes. Poutine a évoqué des rapports indiquant que plusieurs pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont la Lituanie, envisageaient de déployer des troupes en Ukraine. Cela menace un conflit avec l'utilisation d'armes nucléaires et la destruction de la civilisation. Poutine a demandé s'il ne comprenait pas cela lors de son discours. En mai 2024, la Lituanie restait ouverte à l'envoi de ses soldats en Ukraine si elle en ressentait le besoin. Vient septembre 2024, Poutine fait à nouveau des menaces. Cette fois, il prévient les alliés occidentaux de l'Ukraine qu'une guerre pourrait éclater s'ils autorisent l'Ukraine à utiliser leurs missiles à longue portée en territoire russe. Selon Politico, cela impliquerait un combat entre les pays de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, les États-Unis, les pays européens et la Russie, a-t-il affirmé dans une ultime tentative de dissuader l'Occident d'autoriser l'usage de ces missiles. Bien que non dirigés contre la Lituanie cette fois, ces menaces s'accumulent toujours. Après tout, une guerre russe avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord signifie une guerre avec la Lituanie, étant donné que l'État balte est un membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il y a un schéma clair d'intimidation en jeu ici, bien qu'on n'ait pas encore vu Poutine donner suite à aucune de ces menaces. Le leader russe croit qu'il peut utiliser l'intimidation pour contraindre des pays comme la Lituanie à faire son offre, ou, au moins, les forcer à rester en dehors de son opération militaire spéciale. Mais il a seulement réussi à convaincre la Lituanie qu'elle sera une cible de l'agression russe, ce qui explique en partie pourquoi elle met maintenant en place d'importantes défenses frontalières près de Kaliningrad. Même avant de construire ces défenses frontalières, la Lituanie répondait aux menaces de Poutine en se levant et en devenant l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine. En mars 2023, The Conversation a écrit que la Lituanie était essentiellement à la tête des efforts de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ou de l'UE, pour faire face à la Russie. L'article souligne la longue histoire de bravoure du pays face à l'adversité. Il a adopté le slogan « Lituanie, un pays courageux » en 2008, et a été à la hauteur de ce surnom en s'opposant directement à la Russie et à la Biélorussie à divers moments depuis. En août 2020, la Lituanie a accueilli Sviatlana Sieniaskaja, suite aux élections présidentielles frauduleuses de la Biélorussie,
la protégeant essentiellement des représailles du dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko. Le pays a également été rapide à accueillir les réfugiés ukrainiens, a fourni des fonds à l'armée ukrainienne, et a même vu ses citoyens russophones téléphoner aux Russes pour leur fournir des informations sur ce qui se passe en Ukraine. La Lituanie a également été l'un des premiers pays à adopter une résolution appelant les Nations Unies à établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine suite à l'invasion de Poutine. Et elle a expulsé l'ambassadeur de Russie de sa capitale, Vilnius, en avril 2022. En d'autres termes, la Lituanie est une épine dans le pied de Poutine depuis longtemps. C'est pourquoi le pays prend les menaces proférées par Poutine plus au sérieux que beaucoup d'autres nations. Il croit comprendre l'étendue de l'ambition agressive de Poutine, et il vise à se protéger contre une éventuelle invasion qui pourrait survenir autant en représailles pour son soutien à l'Ukraine qu'en raison des querelles de Poutine avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et le reste de l'Occident. D'aucuns pourraient affirmer que Poutine est déjà en guerre avec la Lituanie, bien que de manière non conventionnelle. Peu après le début de la guerre en Ukraine, Poutine a mobilisé ses équipes de cyberattaques pour tenter de déstabiliser les systèmes internes de la Lituanie. Une telle attaque est survenue vers la fin du mois de juin de 2022, bien que le groupe qui a mené l'attaque ait prétendu qu'il n'était pas lié au gouvernement de Poutine. Cela semble pourtant difficile à croire, étant donné que les attaques sont survenues quelques jours seulement après que la Lituanie a bloqué le passage russe à travers le pays, l'empêchant ainsi d'atteindre Kaliningrad par voie terrestre. Les attaques tombant ciblaient les sites web des médias, des transports, du service des impôts et d'autres institutions d'État lituaniens. Le service des impôts a dû suspendre temporairement ses activités suite à une attaque qui a presque paralysé son site web. Le groupe russe Killnet a revendiqué sur Telegram que l'attaque était due au blocage par la Lituanie de l'accès à Kaliningrad. Bien que potentiellement pas sponsorisé par l'État, Killnet agit clairement dans l'intérêt du Kremlin, malgré ses démentis d'association. Depuis, la guerre en Ukraine a connu des attaques similaires. Le 3 février 2024, des hackers pro-russes étaient à nouveau en action. Cette fois, la cible était Ilias, le système d'apprentissage à distance de l'armée lituanienne. Les pirates, sous le nom de Just Evil, affirmaient avoir piraté la Lituanie, les autres États baltes et les États-Unis. La Lituanie a confirmé le piratage, indiquant qu'une connexion suspecte à Ilias a été détectée. En conséquence, 3 serveurs du centre de télécommunications de l'État hébergeant le système Ilias ont été désactivés. Il semble qu'aucune donnée n'a été divulguée lors de cette attaque. Cependant, il n'est probablement pas fortuit qu'une attaque se soit produite peu avant que la Lituanie n'annonce ses projets de renforcer ses frontières avec la Biélorussie et Kaliningrad. On doit aussi se demander pourquoi Just Evil ciblerait un système de formation de l'armée lituanienne. Frappe-t-il simplement n'importe quelle cible à sa portée ? Ou essaie-t-il d'obtenir des informations sur la façon dont la Lituanie forme ses forces armées, afin que la Russie et Poutine sachent à quoi s'attendre lorsque des combats éclateront entre la Lituanie et Kaliningrad ? Ces questions restent sans réponse, mais ce qui est clair, c'est que les groupes pro-russes, qu'ils soient directement associés au Kremlin ou non, mènent des attaques qui profitent aux ambitions de Poutine. Le président russe n'a peut-être pas directement supervisé ces cyberattaques, mais il est difficile de voir comment il n'en profiterait pas, car elles font partie d'une campagne visant à déstabiliser et intimider la Lituanie. En parlant d'intimidation, nous arrivons à une autre raison pour laquelle la Lituanie se prépare à la guerre avec Kaliningrad. La Russie semble renforcer sa présence militaire à Kaliningrad. Fin août 2024, plusieurs semaines après l'invasion de Koursk en Ukraine, Start de Microsoft a rapporté sur les tentatives continues de la Russie pour contrôler la mer Baltique et toute la région. Raimundas Viksnoras, ministre lituanien de la Défense nationale, a affirmé avoir observé une intensification de l'activité militaire à Kaliningrad. Fait intéressant. Ces actions militaires peuvent ne pas être ce à quoi vous vous attendez. Viksnoras dit que la Lituanie a noté plusieurs mouvements de troupes depuis le début de la guerre, commençant par des soldats précédemment stationnés à Kaliningrad, qui ont été transférés dans diverses zones en Ukraine pour mener la guerre de Poutine. Le ministre de la Défense a affirmé que la majorité de ces soldats sont rentrés à Kaliningrad suite à leur rotation en Ukraine. Certes, il y a eu une réduction significative de ces forces terrestres, probablement due aux décès survenus sur les lignes de front ukrainiennes, mais le fait qu'ils soient revenus suscite des inquiétudes pour la Lituanie. Même avec les réductions de troupes, Viksnoros souligne que la Lituanie ne peut pas devenir complaisante. Selon lui, la région possède encore plusieurs systèmes de défense aérienne A2ADAD, permettant à Kaliningrad de contrôler l'espace aérien baltique si besoin. Il y a aussi le problème des missiles à considérer.
CNA, qui réalise des analyses de sécurité nationale, affirme que la Russie exploite une flotte de navires de guerre en Baltique, qui compte 52 navires, dont 4 sont des corvettes de classe Stereguchi, armés de missiles de croisière. De nombreux navires de cette flotte accostent à Kaliningrad. L'oblast pourrait également disposer d'une vaste collection de missiles terrestres, qui incluent des armes anti-navires comme l'Onyx P-800, avec une portée allant jusqu'à 210 milles nautiques. Ajoutez à cela des dizaines de missiles balistiques russes, Iskander à capacité nucléaire, d'une portée de 300 miles, pouvant atteindre n'importe quel point de la Lituanie depuis Kaliningrad, et vous avez de nombreuses raisons pour lesquelles la Lituanie est préoccupée. Enfin, il faut considérer l'histoire entre la Lituanie et la Russie. Après tout, la Lituanie faisait autrefois partie de l'Union soviétique. Après une brève période d'indépendance débutée en novembre 1918 suite à la Première Guerre mondiale, la Lituanie fut rapidement menacée par l'armée soviétique. En janvier 1919, la Russie a envahi la Lituanie, l'armée rouge occupant Vilnius pour installer un nouveau gouvernement soviétique. La Lituanie a riposté au point d'avoir repoussé les soviétiques à la mi-année. Mais la menace était claire. L'Union des républiques socialistes soviétiques désirait contrôler la Lituanie. Les 20 années suivantes ont vu l'État balte rejoindre la Société des Nations et tenter d'établir ses frontières officielles. Malheureusement pour la Lituanie, la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, tout comme les protocoles secrets du pacte de non-agression germano-soviétique signé entre l'Allemagne et l'Union soviétique en août 1939. À l'origine, le pacte aurait vu la Lituanie tomber sous le contrôle allemand après la guerre, Hitler courtisant activement le pays pour qu'il se joigne à son attaque contre la Pologne. La Lituanie a plutôt choisi de rester neutre, forçant une révision du pacte, qui la verrait plutôt tomber sous la règle soviétique si l'Allemagne gagnait la guerre. La Lituanie ignorait tout de ce pacte, ce qui n'avait pas d'importance. En octobre 1939, l'Union soviétique a révélé ses intentions en contraignant la Lituanie à accepter un traité d'assistance mutuelle, ouvrant la voie à l'influence soviétique dans le pays. En juin 1940, Moscou exigeait que la Lituanie installe un gouvernement amical, tout en permettant à l'Union soviétique d'admettre un nombre illimité de troupes dans le pays. Des violations constitutionnelles ont suivi. L'Union soviétique a réussi à prendre le contrôle des élections truquées. Et, le 21 juillet 1940, le nouveau gouvernement approuvé par les soviétiques en Lituanie demandait que le pays soit incorporé à l'Union soviétique. Moscou a accepté avec plaisir sa propre demande de contrôler la Lituanie. Il y a eu des hoquets. La paix entre l'Allemagne et l'Union soviétique n'a pas duré, l'Allemagne ayant réussi à envahir la Lituanie en milieu de l'année 41, peu de temps après que l'Allemagne a lancé ses attaques contre l'Union soviétique. L'occupation allemande a conduit à l'extermination massive de la communauté juive de Lituanie, entraînant la perte de 250 000 personnes. Les soviétiques ont ensuite repris le contrôle vers la fin de 1944, organisant leur propre déportation massive, avec 70 000 Lituaniens déplacés en 1947, suivis par un autre 70 000 en mai 1948, et environ 80 000 en 1949. Ce ne serait qu'avec la chute de l'Union soviétique que la Lituanie retrouverait son indépendance, le pays organisant ses premières élections post-soviétiques en 1992. Le point ici, c'est que la Lituanie sait trop bien ce que signifie être un sujet malgré lui de la domination russe. Et étant donné que Poutine a indiqué que la restauration de l'ancien empire russe est l'un de ses objectifs clés, et une grande partie de la raison de son opération militaire spéciale en Ukraine, il n'est pas surprenant que la Lituanie soit préoccupée. Poutine le verrait comme une partie de cet empire, surtout compte tenu des anciens liens soviétiques, fournissant encore plus de raisons à la Lituanie de renforcer ses défenses contre une possible invasion via Kaliningrad. En vérité, la Lituanie essaie de se séparer de tout aspect de l'influence russe depuis des années. Nous avons déjà vu plusieurs exemples dans cette vidéo, dont son interdiction de l'accès terrestre russe à Kaliningrad et son soutien indéfectible à l'Ukraine. Ces deux actions font partie d'un effort concerté pour dérussifier le pays. Avril 2023 a vu la Lituanie adopter une série d'amendements qui ont renforcé les sanctions déjà mises en œuvre sur les citoyens russes et biélorusses dans le pays. Un nouveau projet de loi interdit aux Russes de demander la citoyenneté ou d'acheter des biens immobiliers en Lituanie pendant un an et suspend les demandes de permis de séjour temporaire. Les mesures ont été prolongées en 2024 et sont survenues alors que la Lituanie avait reçu 75 000 réfugiés ukrainiens depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Le message est limpide, la Lituanie rejette toute influence russe sur son territoire.
Ce message a été renforcé en mai 2024 lorsque le pays a interdit aux observateurs russes et biélorusses de surveiller ces élections présidentielles, affirmant que les deux pays voulaient simplement mener des campagnes qui menacent notre sécurité nationale. Ce geste a marqué un écart par rapport à la Convention, car la Lituanie est membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui envoie généralement des équipes d'observateurs de plusieurs nations, dont la Russie et la Biélorussie, pour garantir la légitimité des élections. La Lituanie a invité les membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, sauf la Russie et la Biélorussie, les qualifiant de menaces pour son modèle politique. De plus, la dérussification a eu lieu en juin 2024, lorsque la Lituanie a étendu sa loi sur la fourniture d'informations au public, qui interdit la distribution en ligne et la retransmission des programmes de télévision et de radio russes et biélorusses. Encore une fois, la campagne militaire en cours de la Russie en Ukraine a été donnée comme raison, probablement avec une aide substantielle de la Lituanie pour s'assurer que le pays ne pouvait rien faire pour influencer ses décisions de se défendre contre une possible invasion russe. Tout cela nous ramène à Kaliningrad. La Lituanie a un passé historique, expliquant l'intérêt probable de la Russie pour l'invasion de son territoire. Elle a noté l'accumulation militaire russe à Kaliningrad et la menace qu'elle pourrait représenter. Maintenant, nous arrivons à une question importante. Comment se comparent les armées en Lituanie et à Kaliningrad ? Nous pouvons déterminer la force de l'armée lituanienne avec l'aide de Global Firepower, ou Global Firepower qui classe annuellement 145 nations militaires. Global Firepower indique que la Lituanie se classe 88e sur les 145 nations, la plaçant près du point médian du classement. Elle ne compte que 23 000 militaires actifs, bien que ces chiffres soient renforcés par les 104 000 réservistes, qui sont le résultat de la mise en place par le pays du service militaire obligatoire pour tous les hommes âgés de 18 à 23 ans. Elle a également mis en place un système de conscription qui s'applique à tous les hommes âgés de 18 à 26 ans, ce qui signifie qu'une guerre avec Kaliningrad entraînerait probablement une mobilisation qui verrait les effectifs militaires actifs de la Lituanie augmenter de plusieurs dizaines de milliers. Le pays compte également 14 150 personnes servant dans ses forces paramilitaires, qui ne font pas officiellement partie de l'armée lituanienne, mais qui se battraient probablement à ses côtés pour repousser les soldats russes de Kaliningrad. Les problèmes pour la Lituanie viennent de son manque d'équipement. Son armée de l'air ne compte que 9 actifs, principalement des transports à voilure fixe et 4 hélicoptères. Sa marine n'est pas beaucoup mieux, ne comptant que 11 navires, dont 4 patrouilleurs et 4 navires de guerre des mines. Quasi aucune concurrence pour la puissante flotte balte russe évoquée plus tôt. L'armée de terre de la Lituanie se porte un peu mieux, bien que les troupes du pays n'aient pas accès à des chars. Elle dispose de 1356 véhicules, ainsi que de 54 unités d'artillerie tractées et de 21 unités d'artillerie autopropulsées. Cependant, la Lituanie n'est pas une puissance militaire, ce qui explique pourquoi elle s'efforce de sécuriser sa frontière avec Kaliningrad. Une bonne défense précoce l'aidera à se mobiliser tout en ralentissant les forces russes. Pour Kaliningrad, les chiffres précis sont difficiles à obtenir. The Hill indique que la Russie était estimée de garder 30 000 soldats à Kaliningrad avant la guerre, correspondant à peu près à ce que la Lituanie a à disposition. Mais beaucoup de ces soldats ont été déplacés pendant l'opération militaire spéciale. Des milliers de ces troupes ont été envoyées à Koursk pour défendre contre la récente incursion ukrainienne, signifiant que Kaliningrad pourrait actuellement avoir moins de soldats que la Lituanie. L'oblast est en tête dans la course à l'équipement. Nous avons déjà évoqué la flotte baltique et les nombreux missiles présumés stockés à Kaliningrad. On sait aussi que la Russie envoie au moins des avions de combat dans l'enclave, si elle ne les stocke pas activement là-bas. En février 2023, une équipe de F-35 néerlandais a intercepté plusieurs de ces appareils dans l'espace aérien polonais. Un incident similaire s'étant produit en avril de la même année où des chasseurs Typhoon britanniques et allemands ont intercepté des appareils russes au-dessus de la région baltique. Il y a quelques chiffres précis. Cependant, il est sûr de supposer qu'avec sa combinaison de missiles, d'avions et de la flotte baltique, Kaliningrad aurait des avantages sur la Lituanie à la fois dans les airs et en mer. Concernant les chars, les chiffres restent incertains. Un blog d'analyse militaire russe affirmait en mars 2021 que Kaliningrad possède près de 190 chars, principalement sous le commandement du 11e corps d'armée. Kaliningrad possède donc un avantage en équipement terrestre, mais les défenses frontalières lituaniennes pourraient rendre difficile son exploitation. Kaliningrad gagnerait probablement en affrontant seule la Lituanie. Le défi pour la Russie est que cela ne se réalisera pas par elle-même.
Il y a un énorme facteur qui pourrait empêcher Poutine de lancer une invasion de la Lituanie via Kaliningrad, l'adhésion de la Lituanie à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle, ainsi que le reste des États baltes, est protégée par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui oblige tous les membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à venir en aide à tout allié de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord s'il est victime d'une attaque armée. C'est une approche de type 1 pour tous et tous pour un, qui verrait tous les autres 31 membres de l'Alliance venir en aide à la Lituanie si Kaliningrad est attaqué. Ces alliés incluent une grande partie de l'Europe, avec des puissances militaires comme la France, la Pologne et le Royaume-Uni. Évidemment, les États-Unis sont membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc une invasion russe de la Lituanie via Kaliningrad équivaudrait à Poutine déclarant la guerre à son plus grand ennemi. Après tout, la principale raison pour laquelle les alliés de l'Ukraine n'ont fourni que des fonds militaires, sans envoyer de soldats, et que l'Ukraine ne fait pas partie de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Lituanie représente une perspective différente pour Poutine. S'il est déterminé à ramener la Russie à ses jours d'empire, il doit accepter que cela signifierait déclarer la guerre aux nations de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, provoquant ainsi la colère collective d'une multitude d'autres pays. La question finale est simple. Poutine enverrait-il encore des troupes de Kaliningrad en Lituanie ? Les États baltes croient que c'est une éventualité. Il y a suffisamment d'équipements militaires à Kaliningrad pour poser de sérieux problèmes à l'armée lituanienne. C'est pourquoi le pays investit si lourdement dans ses défenses frontalières. Poutine a aussi menacé d'une guerre avec l'organisation du traité de l'Atlantique Nord lors du conflit ukrainien, laissant penser que le dirigeant russe envisage sérieusement cette éventualité et s'y prépare. La Lituanie est résolue à ne pas se laisser surprendre. Si Kaliningrad envahit, la Lituanie sera prête à riposter. Mais la guerre serait probablement le premier conflit d'une guerre beaucoup plus large qui engloutirait le reste de l'Europe, et, éventuellement, le monde entier. Mais qu'en pensez-vous ? La Lituanie a-t-elle raison de se méfier d'une éventuelle attaque russe via Kaliningrad ? Ou Poutine est-il au moins assez intelligent pour savoir qu'un tel acte serait essentiellement une déclaration de guerre contre l'ensemble de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ? Partagez vos réflexions sur les intentions russes et les préparatifs lituaniens dans les commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Regardez maintenant. Pourquoi la Russie perdra Kaliningrad ? Ou cliquez sur cette autre vidéo.